Bonjour, vous écoutez Modeste Schwartz, les post-occidentaux parlent aux post-occidentaux. Alors, la présente vidéo euh, prendra probablement le numéro 18 dans ma série Entendu à Budapest. Après tout, la nouvelle que je compte commenter aujourd'hui m'est effectivement parvenue par le biais du très précieux canal Telegram d'András Kostur, donc le plus jeune et le plus brillant, disons, des experts hongrois en espace post-soviétique et m'est effectivement parvenu à Budapest. Il se trouve que je suis actuellement à Budapest. Euh, Cela dit, l'attribution de cette vidéo à la série Entendue à Budapest est en réalité, en l'occurrence, un peu artificielle. C'est de toute façon une nouvelle beaucoup trop récente pour que András Kostur ou d'autres commentateurs d'ailleurs aient réellement eu le temps euh, de rassembler suffisamment d'informations fraîches et même, je dirais, d'écrire des articles de fond. Hein. C'est tout simplement, il s'est pas écoulé assez de temps. Je pense que ça fait pas 24 heures. Ça ne fait pas 24 heures que, bah, venons-en à la fameuse nouvelle, les autorités russes ont arrêté à son domicile à Moscou Igor Girkin, de son nom d'état civil, bien plus connu sous son nom de guerre, on peut le dire, puisqu'il a participé à des opérations militaires au Donbass, et son nom de plume en tant que blogueur, qui est Igor Strelkov. Alors mes lecteurs et les lecteurs du Courrier des stratèges sont déjà familiers, doivent déjà avoir rencontré ce nom, étant donné que dans les colonnes du Courrier des stratèges, j'ai ce printemps, vers la fin du printemps, je crois, relayé, en fait traduit très partiellement, un texte qui a fait beaucoup de bruit en Russie et qui, étant probablement d'ailleurs l'œuvre venant probablement de la plume d'Igor Strelkov lui-même, a en tout cas été publié au nom d'un collectif, le Club des Patriotes en colère. Hein, bon, tout le monde sait que c'est Strelkov qui le dirige et qui l'anime, c'est tout à fait officiel. Et donc, ce club, il y a maintenant à peu près 2 mois, 2 mois et demi, à vérifier, posait aux autorités russes, bon, sous-entendu à Vladimir Poutine, 39 questions assez délicates, en réalité, entre autres sur la conduite de la guerre. Euh, donc, des questions d'ailleurs souvent rhétoriques, hein, on voyait assez bien en réalité la réponse suggérée par la question. Donc c'était plutôt une sorte de manifeste, hein, une sorte de protestation qui ne disait pas tout à fait son nom, ni tout à fait le nom de celui à qui elle s'adressait. Voilà où on en était resté, au moins pour le grand public, concernant Igor Strelkov. Alors c'est une arrestation tout ce qu'il y a de plus sérieuse, hein, suivie d'ailleurs d'une perquisition. Et d'une première décision de justice consistant à placer Strelkov en détention provisoire pour quand même 2 mois. Pour l'instant, je n'ai pas de raison de penser, je ne dispose pas d'indices me permettant d'affirmer ni même de supposer qu'il s'agirait d'un raid, hein, d'une opération visant non pas le seul Strelkov, mais tout un collectif dont il serait le représentant éminent, même si András Kostur nous a aussi appris hier qu'au cours de la journée d'hier, probablement à quelques heures de l'arrestation de Strelkov, un autre membre de ce club des patriotes en colère, Pavel Gubaryov, a lui aussi été arrêté. Précise-t-il donc arrêté, précise Kostour, devant le tribunal. Alors, est-ce que ça veut dire, je ne lui ai pas parlé depuis, lui-même ne l'a pas précisé donc dans cette actualisation de son fil Telegram. Est-ce que ça veut dire que Goubaryov s'était rendu en urgence au tribunal où était jugé, disons,
provisoirement, hein, du point de vue de la détention provisoire, Strelkov, et que il a été arrêté, donc ça peut très bien vouloir dire qu'en fait, il y a, bon, c'est un signal, c'est un avertissement que lance le pouvoir russe, c'est-à-dire ne commencez pas à manifester contre l'arrestation de Strelkov, parce que sinon vous allez vous retrouver vous aussi au trou. Si tel est le cas, on peut penser que les autorités russes ne préméditaient pas forcément d'autres arrestations, espérer au contraire et continuer à espérer que l'exemple fait sur Strelkov euh, devrait suffire à calmer, puisque c'est de toute évidence ça le but de l'opération, hein, à calmer ce secteur de l'opinion, donc secteur qu'on appelle parfois celui des turbopatriotes, des bellicistes, des jusqu'au-boutistes, donc ce secteur, disons, du nationalisme russe qui se situe à la droite de Vladimir Poutine. Alors, officiellement, donc du strict point de vue du droit, pour autant qu'il est possible de le savoir par les nouvelles dont on dispose pour l'instant. La base légale de la décision d'arrestation de Strelkov serait une plainte déposée, bon, ce qui est assez drôle si j'ose dire, par un ancien membre de la société militaire privée Wagner. Ouais. On sait que pendant le putsch de Prigojine, euh, Strelkov était l'une de ces voix de la droite, donc située à la droite de Vladimir Poutine, qui s'était, en dépit de la relative ressemblance hein, de la rhétorique, disons, de Prigojine et de celle des patriotes en colère, mais Strelkov s'était immédiatement élevé contre le putsch, et même dans des termes extrêmement tranchés. Bon. Donc c'est assez drôle de voir, moins d'un mois plus tard, je crois, la justice russe l'envoyer au trou sur une plainte en fait d'un ancien de Wagner. Bon, il s'agit évidemment d'une décision beaucoup plus politique que judiciaire. Enfin, disons que le pouvoir judiciaire, en l'occurrence, de toute évidence, exécute des ordres politiques. Et dans ce genre de situation, il est généralement déconseillé de prendre trop au sérieux les intitulés, les chefs d'accusation qui sont évoqués, hein, lesquels sont généralement choisis, alors non pas de façon aléatoire, mais dans le cadre de stratégies de communication, et puis aussi souvent pour se ménager, pour que le pouvoir judiciaire, aux ordres du pouvoir politique, de l'exécutif, se ménage au passage une voie de retraite. Hein. C'est-à-dire que très souvent, on choisit des chefs d'accusation, en réalité pas si graves que ça, qui ensuite, au terme d'une négociation, on va dire, avec le prévenu, qui ressemble souvent à un chantage, euh, permettent, si tout se passe bien, hein, de dire qu'au bout de 6 mois, disons, ah bah voilà, bon, condamné avec sursis, et puis d'ailleurs son sursis, il l'a déjà purgé, et puis voilà, au revoir. Cette précision qui me semblait importante étant faite, euh, il faut quand même commenter le chef d'accusation, hein, on le connaît, et j'allais dire, ça n'est pas tout à fait, ça n'est pas anodin. Igor Strelkov a en effet été arrêté sur l'accusation d'extrémisme. Alors je sais bien que pour des oreilles françaises c'est assez drôle, hein, même dans le même dans les codes donc pénal, civil, etc. français, même dans la législation française, pour l'instant du moins, l'extrémisme, bon, qui est une notion finalement de, de science politique, voire philosophique, bon, ne constitue pas euh, une caractérisation pénale. En France, on vous arrête pas pour extrémisme. À la rigueur, pour incitation à la haine, bon, puisqu'en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Eh bien, voyez, l'ALICRA en a rêvé, Vladimir Poutine l'a fait. Hein. En Russie, ou plutôt l'a conservé d'ailleurs, parce qu'en réalité, c'est une tradition soviétique.
Ça ne constitue pas, à vrai dire, une innovation du régime de Vladimir Poutine. Euh, dans la plupart des cas, ce chef d'accusation, cette accusation d'extrémisme en Russie recouvre en réalité, ben, à vrai dire, la même chose que le chef d'accusation d'incitation à la haine, éventuellement d'incitation à la haine raciale en France, c'est-à-dire que ça recouvre une accusation d'antisémitisme. Alors, je voudrais pas me lancer dans des considérations trop morales ou politiques sur cette question. Par exemple, est-ce qu'il est bon que l'antisémitisme, le racisme, la misogynie, la haine des rousses, tous ces sentiments, tous ces goûts individuels qui ne constituent pas en eux-mêmes des actes, ni même forcément des propos, soient passibles de sanctions dans des régimes qui prétendent être un état de droit? À titre personnel, je ne le pense pas. Je pense que c'est la voie qui mène vers la tyrannie. Et donc, cette précision faite, posons-nous quand même la question, est-ce que cette accusation d'antisémitisme, dans le cas d'Igor Strelkov, est justifiée? Euh, Malheureusement, je dois dire que oui. Ses commentaires, notamment sur le putsch de Prigojine et sur la personne de Prigojine lui-même, qui se trouve être juif, étaient de ce point de vue-là assez clairs. Alors, à ce point de l'exposé, je ne résiste pas à la tentation d'ouvrir une petite parenthèse, puisque bon, je fais cet exposé en français, donc à, à l'attention d'un public francophone, avant tout français. Or, il se trouve qu'en France, il y a une partie de l'extrême droite, à vrai dire le plus gros des nazis français, hein, au sens pas du tout néo-nazi, mais nazis français au sens historique, euh, qui, un peu contre toute attente, hein, et alors que finalement une autre partie de la même mouvance prenait parti pour l'Ukraine du bataillon Azov, mais certaines quand même des voix les plus déterminantes de ce milieu en France ont pris parti pour la Russie. Parce que, alors je sais pas très bien qui a réussi comment à les convaincre que ce conflit d'Ukraine orientale, c'est une, et là je cite un des blogueurs célèbres que je ne citerai pas, il se peut que ça fasse sauter le simple énoncé de son nom, vous voyez, fasse sauter les chaînes YouTube, donc on va quand même éviter. Bon, et en tout cas, quelqu'un l'a convaincu que c'est ce conflit, c'est bon, que c'était la guerre de Vladimir Poutine contre les Juifs. Je cite, hein, c'est une citation. Alors c'est assez drôle parce que le blogueur en question, vous voyez, s'il lui prenait l'idée saugrenue d'aller se réfugier en Russie, par exemple, puisque visiblement il semblerait qu'il ait quelques problèmes judiciaires en France, à mon avis, il serait arrêté, il passerait directement de l'aéroport à la tôle, hein, oui, il irait rejoindre Igor Strelkov, donc ancien du FSB, euh, sur le même chef d'accusation, hein. Voilà. Euh, Parenthèse refermée. Et là, je dois revenir à la précision que je faisais en amont, qui est que dans le cadre de ce genre de procès politique, il faut pas prendre trop au sérieux les chefs d'accusation, même si en l'occurrence leur emploi est justifié. Effectivement, le premier problème que je vois, c'est celui du calendrier. C'est-à-dire que les déclarations en question de, de Strelkov, qui non seulement visaient un félon, hein, un chef d'armée qui s'était dressé contre son gouvernement. Bon, euh, mais en plus, bah, surtout, ça date d'il y a un mois. Hein, donc, c'est quand même assez curieux, ces propos tenus fin juin, et qui amènent Strelkov en prison pratiquement fin juillet. Bon, alors, si on prend au sérieux hein, bon, la mascarade judiciaire, on dira bah oui, mais c'est l'ancien de Wagner, là, il a d'abord fallu qu'il rentre de Biélorussie, qu'il défasse ses valises, qu'il s'occupe de sa mère malade, et puis ensuite, bon, d'accord. Je pense que personne ne prendra au sérieux ce genre d'explication. Donc, il faut se poser la question, hein, que en général le pouvoir russe, de façon d'ailleurs assez stable depuis la chute du tsarisme, n'aime pas
les antisémites, n'aime pas les propos antisémites, etc. Tout en tolérant quand même dans ses rangs, parce que je rappelle, hein, Igor Strelkov est un ancien du FSB, il a été ministre de la Défense de la République populaire de Donetsk, avant évidemment son intégration récente à la Fédération de Russie. Donc à l'époque où c'était une république séparatiste, formellement, enfin théoriquement indépendante, en tout cas non reconnue par le reste des États du monde, ça en tout état de cause, et à l'époque même pas encore non plus par la Russie. Pour autant, dans quelle mesure cette république était réellement indépendante de la Russie? Dans quelle mesure Igor Strelkov aurait pu, contre l'avis de Moscou, y devenir ministre de la Défense? Bon, je laisse à chacun le soin d'en juger en son fort intérieur. Voilà. Donc, Igor Strelkov se retrouve en prison au terme d'une longue carrière, d'ailleurs plein d'épisodes assez méritoires, hein, assez glorieux au service de l'État russe. Et j'allais dire que ses sentiments vis-à-vis de donc ses sentiments antisémites ne datent pas non plus d'hier. Hein. Donc tout ça ressemble un peu à cette blague, une blague que j'ai entendue en Roumanie, je crois. Donc c'est cette dame qui va au commissariat qui explique qu'elle a été violée. Et là on lui demande bon, vous avez été violée, mais où et quand? Ben chez moi, dans mon appartement. Oui, mais quand? Euh, ben entre 17h et 19h, tous les jeudis des 10 dernières années. Et voilà, donc alors, si on prend au sérieux le chef d'accusation, bon, l'arrestation de Strelkov, ça ressemble un peu à ça. Pour ma part, je ne vais évidemment pas le prendre au sérieux et je vais me poser la question, je pense, la plus intéressante, hein, au-delà de toutes ces histoires des groupuscules, de la droite russe, etc. Bon, euh, de quoi cette arrestation est-elle peut-être le signe? Est-ce que je dirais que c'est de bonne méthode de ne pas exclure non plus a priori la possibilité qu'elle ne soit le signe de rien ou de pas grand-chose. L'excellent Edward Slavsquat, je mettrai le lien en description, euh, a effectivement fait remarquer que dans des publications récentes, probablement sur son blog, ou le site des Patriotes en colère, je suis pas allé vérifier, euh, Strelkov aurait eu des propos, alors voilés comme d'habitude, hein, je mettrai aussi en lien une vidéo que j'ai consacrée à cette signature stylistique, pour ainsi dire, hein, des nationalistes russes, qui adressent toujours des lettres de doléances au tsar sans jamais mettre le tsar lui-même en cause. C'est jamais sa faute, c'est toujours les mauvais conseillers, etc. Bon, c'est une tradition stylistique. Donc, il semblerait que même dans ces publications, donc ces posts tout à fait récents, Strelkov n'aurait pas non plus nommé Poutine, mais voilà. Le texte serait malgré tout beaucoup trop univoque pour qu'on ne reconnaisse pas Poutine comme cible de ces, de ces critiques. Et en l'occurrence, le mot, j'allais dire le mot fatal, semble-t-il, a été lâché, c'est-à-dire qu'il a traité Poutine de lâche. Bon. Alors, en dépit de la rumeur de totale rationalité, de flegme maximal, etc., qui est celle en général de Vladimir Poutine, même si il se pourrait que ce soit finalement une réputation fabriquée par ses services de communication. Bon, euh, moi, il m'est quand même un peu difficile d'imaginer que disons, quand même la politique d'une puissance nucléaire hein, serait tombée si bas. Hein. C'est-à-dire que qu'on en serait pratiquement au degré, disons, d'hystérie, voilà, pratiquement féminine, où bon ben salopard, tu m'as traité de lâche, tu vas voir ta gueule à la récré, voilà, et puis le lendemain le type se retrouve au trou. On peut pas l'exclure techniquement, on peut pas l'écarter a priori cette hypothèse, mais enfin ça me semble pas très convaincant. Alors mon hypothèse à moi, je mettrai pas ma main au feu, mais je voulais quand même l'exposer. Euh, c'est que plutôt que d'une nervosité
personnelle, individuelle, hein, d'une histoire de personne, hein, entre Strelkov et Poutine, disons, il pourrait s'agir, cette arrestation d'Igor Strelkov pourrait être un signal faible, le signe d'un assez haut degré, du fait qu'on a atteint un assez haut degré de nervosité, mais de nervosité systémique, hein, de nervosité collective et pratiquement institutionnelle en Russie. Alors détaillons cette hypothèse. Dans cette hypothèse, l'arrestation de Strelkov n'est pas destinée à punir, disons, l'individu Strelkov lui-même, que d'ailleurs pour ma part j'ai toujours vu plutôt comme une sorte de d'in-between, hein, comme un patriote russe, je pense, fondamentalement sincère, hein, un homme de conviction, mais qui, bon, est quand même issu aussi du KGB ou des descendants du KGB comme Vladimir Poutine, n'a probablement jamais perdu à aucun moment le contact avec l'État profond russe, et qui sert probablement un peu d'interface, hein, on va dire, entre ces milieux puissamment idéologisés, hein, du turbo-patriotisme et l'État profond russe. Bon. Donc, dans l'hypothèse que j'expose ici, le but de la manœuvre ne serait très probablement pas de punir l'individu Strelkov, mais d'envoyer à travers son arrestation un message à tout ce secteur de l'opinion russe, qui est très certainement minoritaire, une petite minorité, mais malgré tout pas négligeable. Et puis n'oublions pas que les minorités, ce sont les minorités actives qui font l'histoire. Et dans ce cas-là, cette nervosité systémique dont je parlais, eh bien, ce serait la nervosité, disons, du régime, du Kremlin, vis-à-vis de ce secteur de l'opinion et, disons, vis-à-vis des possibles réactions de ce secteur. Et alors là, il faut se demander des réactions à quoi? Autre aspect, je pense, important de cette hypothèse, c'est qu'il faut souligner euh, le coût de cette opération en termes de communication, hein, donc en termes d'image, le coût, à mon avis, assez élevé de de cette opération, hein, de l'arrestation de d'Igor Strelkov pour le Kremlin. Ça, c'est un problème structurel des opérations d'intimidation, sous tout régime, en tout temps, c'est que ce sont des armes à double tranchant. Ça peut marcher un certain temps, et puis ça peut se retourner contre l'auteur de l'intimidation. Parce qu'il fournit un martyr justement à son opposition, parce qu'il montre, parce qu'il donne des marques de nervosité qui sont souvent interprétées comme des signes de faiblesse. Donc pour une série de raisons, hein, que Machiavel a analysé ou aurait analysé mieux que moi, ce sont souvent des opérations à haut risque, et en l'occurrence, je pense que c'est une opération à haut risque pour le Kremlin. En effet, un mois après le putsch de Prigojine, après les positions extrêmement fermes qu'avait prises justement Strelkov contre Prigojine, hein, imaginons qu'au moment du putsch de Prigojine, Strelkov soutienne Prigojine. Vous auriez tout d'un coup eu une partie non négligeable, encore une fois, une minorité active au sein de la société russe soutenant le putsch, hein. Donc ces images qu'on a vues de moscovites qui n'avaient pas grand-chose affiche, qui étaient là à manger de la glace à des terrasses, etc. Ah oui, un putsch, bon voilà. Bon, l'ambiance dans les grandes villes russes n'aurait pas forcément été la même si Strelkov n'avait pas pris la position qu'il a prise à ce moment-là. Alors, est-ce qu'il l'a prise parce que fondamentalement il est au service de l'État profond russe, ou est-ce qu'il l'a prise parce que effectivement il peut pas saquer Prigojine, peut-être d'ailleurs tout simplement parce que Prigojine est juif, hein, c'est pas impossible. Bon, je sais pas, mais toujours est-il que un mois plus tard, mettre ce bonhomme-là en tôle et ce, sur plainte, en expliquant bien, hein, tout ce qu'il y a de plus officiellement, que c'est le résultat d'une plainte déposée par un ancien de Wagner, hein, donc de l'armée privée des putschistes. Vous voyez? Donc vous défendez le régime contre les putschistes, vous vous retrouvez en prison. Bon, c'est quand même un drôle de message que le Kremlin adresse ce faisant
j'allais dire, sa base, en tout cas la base électorale du parti Russie Unie, la base électorale de Vladimir Poutine. Donc il y a un réel risque politique, à mon avis, dans cette opération. Et c'est ce qui m'incite aussi à penser que pour être amené à assumer un risque pareil, euh, le, le Kremlin a dû être extrêmement motivé, si j'ose dire, c'est-à-dire en proie à une réelle angoisse, hein, une angoisse systémique concernant, encore une fois, probablement non pas Strelkov lui-même, la personne de Strelkov, mais ce secteur de l'opinion dont il est un représentant éminent. Donc, dans cette hypothèse, il faut croire que le Kremlin a en ce moment, et je dirais beaucoup plus encore qu'il y a un mois, euh, extrêmement peur des turbopatriotes. Alors il faut se demander pourquoi. Et là, moi, l'hypothèse qui me vient spontanément à l'esprit, enfin ce qui me semble tomber sous le sens, aussi parce que ça rejoint d'autres signaux faibles que j'ai perçus par ailleurs euh, dans l'environnement le plus général, hein, que ce soit via les remarques d'analystes hongrois donc que je commande dans cette série, ou par d'autres sources. Euh, il est fort possible qu'on s'approche en ce moment de plus en plus, alors non pas de la tenue de négociation, parce que euh, entre-temps on a appris, bon, c'était d'ailleurs de toute façon, on aurait pu le supposer, c'est un secret de polichinelle. Bien sûr qu'il y a des négociations secrètes, euh, même pas secrètes, disons en tout cas discrètes, en cours, probablement depuis pratiquement le tout début des opérations, entre services secrets, hein, entre services secrets, en l'occurrence russes et américains. Mais il se trouverait en ce moment qu'on s'approche à grands pas de l'officialisation des négociations, hein, c'est-à-dire du moment où effectivement des représentants de, entre guillemets, l'Ukraine, bon, les Occidentaux, et des représentants du Kremlin vont quelque part, alors peut-être en Turquie, peut-être allez savoir où, devant les caméras de la presse, etc., tout ce qu'il y a de plus officiellement, s'asseoir à une table et commencer à négocier. Et à ce moment-là, je pense que le Kremlin, politiquement, va avoir un problème. Et le problème viendra de ce que sa rhétorique, hein, donc la propagande de guerre du régime russe, euh, de façon probablement assez peu sincère, mais, si vous voulez, à première lecture, hein, au premier degré, dans une lecture naïve, ben, ressemble quand même beaucoup, ressemble un peu trop, à vrai dire, à la vision du monde, ben justement de ces turbo-patriotes. C'est pour ça que beaucoup qui avaient dans leur poutinisme étaient un peu refroidis à l'époque du covidisme russe, etc., se sont sentis pousser des ailes au début de l'opération spéciale parce qu'ils avaient l'impression que ah voilà enfin ça y est on va rentrer dans l'art des mondialistes, le concept du Kremlin qui rentre dans l'art des mondialistes, je trouve toujours ça assez drôle, mais bon. En tout cas, il y avait cette ambiance-là hein, dans ces milieux patriotiques russes au début de l'opération militaire spéciale, début 2022. Et à vrai dire, ça se comprend assez bien, étant donné que le discours officiel, le discours du Kremlin, et là je pense même à des articles, des textes de Vladimir Poutine lui-même, qui accompagnaient ces opérations militaires, bah, finalement c'était leur idéologie à eux, hein, c'est-à-dire c'est cet essentialisme de l'État-nation, hein, cette mystique du peuple investi en réalité d'une mission métaphysique, hein. Évidemment, tout ça n'est pas réaliste, au moins quand c'est un acteur sérieux, un acteur gouvernemental, quand c'est le Kremlin qui adopte ce genre de rhétorique. Bon, ça peut avoir un intérêt de com, hein, ça peut avoir une efficace comme instrument de propagande, mais Dieu nous protège, si vous voulez, d'un gouvernement qui tiendrait sincèrement ce genre de discours dans quelques pays du monde que ce soit, et a fortiori si c'est une puissance nucléaire. Et là, je le précise quand même au passage, je cherche pas du tout à accabler une fois de plus l'immonde Vladimir Poutine, marionnette de Davos, des mondialistes, etc. Parce que euh,
Quand bien même Vladimir Poutine serait ce que beaucoup de gens dans la droite française et même certaines parties de la gauche, on va dire néo-stalinienne, voilà, s'imaginent qu'il est, bon, je pense qu'il se trompe gravement. Euh, en fait, ça ne changerait rien parce que il serait de toute façon à la tête d'un État qui est la Russie. Et pour en revenir toujours à la pomme de discorde, hein, c'est-à-dire qu'ont dit les turbopatriotes dès le début de l'opération spéciale, avril, je crois, 2022, ils ont tout de suite appelé à la mobilisation générale. Voilà. Et ça reste le leitmotiv, etc. Pourquoi est-ce que Poutine, probablement manipulé, influencé, etc., par une oligarchie qui l'entoure et à qui, au demeurant, Strelkov reprocherait une coloration ethno-confessionnelle bien particulière, etc. Bon, pourquoi est-ce que Poutine continue à ne pas mobiliser, hein, et fait durer, j'allais dire, le supplice, hein, bon. Euh, oui, simplement, ce que, en l'occurrence, les turbopatriotes ne veulent pas voir, c'est que quand Poutine finalement, au début de l'automne 2022, a fini par prononcer le mot de mobilisation, je dis bien le prononcer parce que il n'y a pas eu de mobilisation ni avant ni après, hein, ils ont rappelé 300 000 réservistes. Je suis désolé, dans un pays de 140 millions d'habitants, ça s'appelle pas une mobilisation. Bon. Et dès que Poutine, à l'époque, a prononcé le mot, hein, il a suffi qu'il le prononce pour que, et là ce sont des chiffres à peu près officiels, 700 000 Russes, évidemment avant tout des hommes, avant tout entre 20 et 50 ans, bon, quittent en l'espace de 2 semaines la Russie, hein. Certains n'y ont plus mis les pieds depuis lors. Alors même qu'ils sont toujours pas mobilisables, ils sont toujours pas convoqués ou que ce soit. Bon, voilà. Mais le simple fait d'avoir entendu ça, eh, les a convaincus de, pour certains, vendre ce qu'ils avaient, vendre leur appartement, que sais-je, pour s'installer, parfois à long terme, hein, alors à Tbilissi, Yerevan, Istanbul, Dubaï, que sais-je. Bon. Et quand on dit 700 000, bon, en réalité, on n'en sait rien, parce qu'encore une fois, souvent, ils se présentent comme ça sur Facebook, ils se présentent comme des exilés, des réfugiés, que sais-je. Le mot standard, on va dire, en usage en russe aujourd'hui, c'est relokant, hein. Donc, quelqu'un qui a changé, qui a déménagé, hein, c'est un peu un euphémisme. Bon. Mais en réalité, ils sont pas du tout hors la loi. Vous en avez beaucoup qui retournent passer, voilà, rendre visite à leur famille en Russie. Voilà, ils prennent un avion de Tbilissi, ils passent une semaine en Russie, ils reviennent. Bon, donc en réalité, on peut pas le quantifier, mais on sait qu'il y en a à peu près 200 000 en Géorgie, qu'il y en a à peu près 200 000 en Arménie, combien en Turquie, on sait pas. Enfin voilà, tout ça est dans de l'ordre du million quand même, hein. Et ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que pourquoi, entre guillemets, seulement 700 000 ou seulement 1 million? Parce que c'est ceux qui pouvaient se le permettre, hein. Parce que on parle là des freelance, hein, des professionnels indépendants de l'informatique, de la programmation, etc. Donc des gens qui travaillent généralement pour des clients occidentaux, qui ont des revenus assez élevés par rapport à la moyenne de la société russe, et qui pouvaient donc se permettre le billet d'avion, la location ou voir le Airbnb pendant plusieurs mois dans le centre de Tbilissi, d'Istanbul, que sais-je, éventuellement ensuite les allers-retours pour aller rendre visite à sa famille alors qu'on se prétend réfugié dans un pays tiers. Enfin bon, voilà. Donc, est-ce que si tous les jeunes Russes qui en ont eu envie avaient pu à ce moment-là monter dans un avion, je pense qu'on parlerait plutôt de 2, 3 ou voire 4 millions que de 700 000. D'où aussi l'importance de Wagner et des autres compagnies militaires privées dans ce conflit et plus encore dans la communication des conflits, d'où l'importance aussi des Tchétchènes. Pourquoi mettre toujours ces mercenaires et on va dire, ces groupes ethniques, hein, puisque le bataillon Akhmat n'est pas une compagnie militaire privée, ce sont des Tchétchènes qui se battent dans le cadre de l'armée régulière de la Fédération de Russie. Bon, mais ils sont mis en avant exactement comme les mercenaires, et le dénominateur commun, il y a une raison commune,
à toutes ces mises en exergue médiatiques, et c'est que le Kremlin, ce que le Kremlin veut montrer à la population russe de ce conflit, eh ben, ce sont des mercenaires qui se battent héroïquement, hein, en bon français, qui se font buter. Ce sont des Tchétchènes qui se battent héroïquement, des Bouriates qui se battent héroïquement, des Kabards qui se battent héroïquement, c'est l'héroïsme de toutes les ethnies de l'Eurasie, d'accord? Et il y a une seule chose qu'ils ne veulent absolument pas montrer à la population russe, ce sont de jeunes Russes bien blonds, bien gentils, bien éduqués, etc., des grandes villes russes, qui reviennent dans les fameux sacs, les sacs noirs. Voilà. Donc à partir de là, la rhétorique des turbopatriotes, du club des patriotes en colère, etc., d'Igor Strelkov, qui est probablement un homme de conviction, j'ai beaucoup de respect, c'est pas ça la question. Mais cette rhétorique n'est absolument pas réaliste. Euh, et je pense que c'est là que le Kremlin a commis une erreur, mais c'est une erreur déjà ancienne, hein. Elle date d'avant le début, les écrits de Vladimir Poutine sur l'Ukraine, ces deux peuples qui n'en font qu'un, tout ça, bon, euh, euh, prédate, hein, le déclenchement de l'opération militaire spéciale qui, au moins en apparence, hein, du point de vue du discours, de la rhétorique, en est presque une conséquence. Bon. Or, comme ces deux discours, donc indépendamment de la sincérité des uns et des autres, hein, mais le discours, on va dire officiel, surtout depuis le début 2022, du Kremlin, et le discours des turbopatriotes, ben, se ressemblent dangereusement. Le risque, évidemment, c'est qu'à partir du moment où vous allez avoir des négociations où les exigences russes, la base de négociation russe, qui sera, je pense, de toute façon exigeante, hein, surtout au début des négociations, mais de toute évidence pourra pas vous commencez pas des négociations en disant bon bah écoutez capitulez et puis ensuite on verra. Ça n'existe pas à ce moment-là, c'est pas des négociations. Bon. Donc, par rapport à la rhétorique, hein, qui a longtemps été plus ou moins commune, hein, à la fois du Kremlin et des turbopatriotes, bon bah cette base de négociation avec laquelle le Kremlin va bien devoir commencer ces négociations sera nécessairement en retrait, hein, par rapport à la rhétorique maximaliste euh, du printemps 2022. Bon. Alors évidemment, c'est pas au Kremlin, c'est pas les conseillers, les ministres, etc. de Vladimir Poutine qui vont se rebiffer et dire ah oui mais attendez, c'est pas ce qu'on disait il y a un an, etc. Bon. En revanche, du côté des turbopatriotes, là il y a un vrai risque, hein. Et donc l'ouverture de ces négociations pourrait se traduire pour Vladimir Poutine, qui a d'ailleurs une échéance électorale pas très loin devant le nez, par le risque de se faire déborder par la droite du côté des turbopatriotes. Et ça, c'est à mon sens l'une des explications possibles de l'arrestation, hier, vendredi 21 juillet 2023, d'Igor Strelkov à Moscou. Alors encore une fois, l'hypothèse que j'expose ici, le cœur de cette hypothèse, l'essentiel de cette hypothèse, c'est de supposer dans les cercles de pouvoir russes, au moment où je parle, un haut degré, disons, d'inquiétude systémique. Ensuite, comment ça se traduira dans les faits? C'est-à-dire, est-ce que c'est parce qu'on sait déjà qu'il va y avoir des négociations, qu'il va y avoir officialisation des négociations qui sont de toute façon déjà en cours, et qu'on sait déjà que la Russie va arriver à la table des négociations avec une base de négociation qui, tout en étant peut-être finalement raisonnable, mais paraîtra en tout cas honteusement compromettre honteusement les buts de guerre, les intérêts nationaux, etc., au moins du point de vue des turbopatriotes russes, c'est une possibilité, j'allais dire, c'est une sous-hypothèse, hein, c'est un des scénarios au sein de cette hypothèse. On peut, cela dit, tout aussi bien imaginer que cette même nervosité systémique amène au contraire euh, le, le pouvoir russe à chercher à arriver dans la meilleure position possible à cette table des négociations
en essayant encore un dernier coup de force massif cet été, hein, tant que les conditions aussi météorologiques le permettent. Par exemple, puisqu'il en est beaucoup question ces derniers temps, sous la forme d'une avancée massive, hein, au nord de l'Ukraine. Certains bruits font état de la constitution d'une armée entière, euh, d'une armée russe qui serait à terme dirigée vers Kharkov. Bon. Euh, les prochaines semaines le diront. Disons une telle issue ne serait pas nécessairement en contradiction avec l'hypothèse que je viens de formuler. Ce qui mettrait cette hypothèse à mal, ce serait en revanche, je dirais, le statu quo, hein. C'est-à-dire que si effectivement d'ici à fin septembre, il y a toujours eu ni ouverture de négociations officielles, ni grand coup de poker sur un front russe, hein, offensive russe, sur un front ou sur un autre, à ce moment-là, on pourra dire que j'ai probablement surinterprété cet épisode de l'arrestation d'Igor Strelkov, et on pourra d'ailleurs même, ça amènera peut-être même à revaloriser d'autres hypothèses, dont l'hypothèse que j'ai pourtant commencé par écarter, j'allais dire d'un revers de la main, d'une histoire de personne, par exemple entre Strelkov et Poutine. Bon, on verra. Voilà donc ce qu'on pouvait, à mon sens, dire à chaud, hein, à moins de 24 heures des faits, de l'arrestation hier d'Igor Strelkov, accessoirement aussi de Pavel Goubariev. Voilà, circuler, il n'y a rien à voir.